Alors, le sport, c'est tellement important que je vous invite à lire, même en zigzag, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, où vous avez tous les comptes rendus qui sont rendus publics et qui sont très très simples finalement à lire, puisqu'ils sont rendus publics pour la compréhension de tous, où vous avez une définition du sport, et puis les recommandations. Les recommandations, elles sont faites après de longues études, avec des ingénieurs, avec des physiciens, avec des chimistes, avec des médecins, qui montrent que quand on atteint, voilà, ce fameux, par exemple, dans le PNNS, 5 fruits et légumes par jour, c'est pas venu comme ça, on vous a pas dit 6 ou 7, on vous en a dit 5. Parce qu'en fait, les études montrent que quand vous avez ça dans la journée, vous avez à peu près la bonne quantité de fibres, la bonne quantité de vitamines et d'antioxydants qui est nécessaire pour le turnover du métabolisme journalier. Et pour le sport, c'est un peu pareil. Voilà, on vous dit qu'il faut marcher minimum une demi-heure par jour. Il faut que pour un enfant, jusqu'à sa puberté, il y ait eu 1 heure de sport par jour. Donc il y a vraiment des études qui montrent que voilà, la croissance va bien se faire dans ces conditions, on a plus de chances de bien dormir dans ces conditions, etc., etc. Alors, ça, vous savez évidemment que toute activité sportive va, en tous les cas, même si vous êtes malade, comme je dis à mes patients, il n'est pas trop tard pour n'avoir qu'un seul médicament. Parce que un bon exemple de la prévention secondaire, c'est vous avez de l'hypertension artérielle, donc vous avez votre traitement, je vous suggère de le prendre. C'est une maladie silencieuse qui abîme les reins et tout le reste, le cœur, le cerveau, etc. Mais il est toujours possible de tout stabiliser pour ne pas avoir un deuxième traitement, voire un troisième traitement. Donc c'est pour ça que la nutrition, elle est absolument indispensable, et le sport, tout comme le sommeil, sont indispensables à avoir un équilibre même dans la maladie. Donc on peut être dans la prévention primaire en vous disant attention à l'alcool, attention au sel, attention au sucre ajouté, attention à l'apport de fibres, faisons du sport pour ne pas développer par exemple de l'hypertension artérielle. Mais si il y a quand même de l'hypertension artérielle, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de possibilité génétique de tout finalement traiter, eh bien, c'est quand même pas la même chose une personne qui a un comprimé à prendre le matin et une autre qui en aurait 2, 3 pour justement baisser de cette pression artérielle, qui, selon l'OMS, doit être avec une pression artérielle systolique maximum à 135. Donc c'est aussi un exemple de l'intérêt et de se dire il est jamais trop tard pour se faire du bien, même si on a un problème de santé, pour ne pas qu'il s'aggrave. Parce que c'est ça qui est génial avec le corps, c'est qu'il est assez puissant et il est capable, quand on prend soin de lui, de se régénérer. Voilà. Même s'il y a quelques médicaments pour l'aider. Moi, j'appelle un médicament une béquille pour permettre au corps de se reposer sur cette béquille. Et il y a cette responsabilité qui est la nutrition, encore une fois, le sport, l'exercice physique. Le sommeil, je vais en parler un petit peu plus tard, le sommeil peut être vraiment pris en charge en médecine désormais. Vous avez des services de médecine du sommeil très pointus. Il y a un nouveau médicament qui vient d'arriver sur le marché français qui n'est pas un somnifère, puisqu'on est aussi, nous, la génération où on ne met plus jamais de somnifères et où on ne met que des traitements plutôt comme la mélatonine ou le GABA, qui est un complément alimentaire très intéressant. Mais voilà, arrive sur le marché français un médicament qui existait depuis très longtemps, et c'est une molécule qui vous permet en fait de faire un genre de, comme un interrupteur, on-off, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, comme un réveil, votre cerveau il va se réveiller, il n'y aura pas le côté groggy du somnifère, et il n'y aura pas non plus cette fameuse dépendance au somnifère, et le fait qu'à un moment donné, ça ne sert plus à rien d'en prendre. Alors, oui, je voulais mettre en arrière, comment on fait?
Je voulais faire un aparté sur le vieillissement. Le vieillissement, ça fait partie de la vie. Il y a Daniel Auteuil, cet acteur qui a dit dernièrement au Festival de Cannes, maintenant que j'ai dépassé les 65 ans, je suis contente de vieillir. J'espère vieillir le plus longtemps possible. Comme si au fur et à mesure du temps qui passe, on se disait bah, c'est pas si mal finalement de vieillir. Donc je pense qu'il faut faire attention entre le bien mieux vieillir et puis l'utopie de se dire voilà, parce que je sais aussi, et vous le savez également, qu'il y a des gourous qui vous diront voilà, on va pas vieillir, quoi. Et donc c'est un aparté que je veux faire parce que la plupart du temps, les patients qui viennent à mon cabinet, en gros, ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur énergie. C'est parfois perdre du poids, bien entendu, puisque ma thèse portait sur l'obésité, donc j'ai forcément des patients qui sont ou en surpoids ou en obésité. Ils veulent bien dormir, ils veulent avoir une belle peau, mais ils ne disent pas docteur, je veux arrêter de vieillir, quoi. Donc ça fait un petit peu caricatural, mais c'est vrai qu'il y a le monde vraiment médical, le monde de la thérapie naturopathe et tout le monde paramédical autour, bien sûr. Et puis il y a le monde des gourous, je dirais que c'est le troisième monde, celui qui peut faire du mal aux gens et qui est évidemment absolument à bannir, en fait. Hein. Là-dessus, je suis radicale. La physiologie du sportif, c'est intéressant parce que souvent, vous entendez dans des émissions « faut faire du sport pour maigrir ». Alors, bah ça, c'est faux. C'est-à-dire que le sport, il est indispensable pour une bonne santé globale. Je donnerai plein de détails tout à l'heure. Mais il n'est pas du tout suffisant pour maigrir. Parce que le sportif de haut niveau, il a un métabolisme de repos, un métabolisme de base, qui est 10 fois supérieur à notre métabolisme de base de repos, à cause de ces 6 heures de sport par jour, quasiment parfois 10 heures, avec la journée de repos de récup. Donc en fait, il n'est pas comparable. Donc en fait, un sportif de haut niveau peut se permettre de manger la même chose ou plus que vous, finalement, mais en restant toujours au même poids parce que son métabolisme de base, voilà, est extrêmement élevé à cause de sa masse musculaire. Donc en fait, vous l'avez sûrement vécu, quand on fait du sport, très souvent, on reste au même poids, on n'a pas perdu sa masse grasse, parce que quand nous, comme des mortels, on fait du sport, le corps vous dit bah, il faut récupérer cette dépense énergétique, et donc pour récupérer cette masse énergétique, bah, vous allez manger. Donc en fait, pour perdre du poids, il y a beaucoup plus de choses à faire que de faire du sport. Il y a plein de raisons pour lesquelles on vous dit de faire du sport. Dernièrement, il y a eu également des anciens athlètes qui sont arrivés dans le monde du travail et qui ont pu développer, je pense au groupe Clarins, Olivier Clarins est un ancien chirurgien, des compétitions au sein de l'entreprise. Alors ça met une bonne ambiance, ça crée évidemment une sociabilisation en dehors du travail alors que vous êtes dans le monde du travail. C'est booster puisque ça crée aussi un challenge, et vous avez des cadeaux, bien entendu, au fur et à mesure que vous passez ces challenges. Donc le sport a finalement envahi, mais de façon positive, le monde du travail, parce qu'avant il était considéré juste comme ludique, ou alors pour le sport de haut niveau, un sport ludique mais professionnel. Le sport, il est pour nous essentiel également, bien entendu, pour l'art-thérapie, le sport-thérapie. Ça, c'était déjà, là je parle de ce que je connais, même quand j'étais étudiante, à l'hôpital Sainte-Anne, c'est un hôpital qui est assez connu, qui traite beaucoup de la psychiatrie. Il y avait déjà de l'art-thérapie et du sport-thérapie, parce qu'on avait remarqué, on n'était pas encore à l'ère de l'IRM cérébral qui pouvait voir les couleurs des produits de contraste changer dans le cerveau, mais on était déjà à avoir observé, mes pères avaient déjà observé que les gens avaient une meilleure
prise en charge globale avec le sport et leurs médicaments, alors que ceux qui n'avaient que les médicaments et la thérapie traditionnelle n'avaient pas d'aussi bons résultats que ceux qui pratiquaient l'art-thérapie et la sport-thérapie. Le sport aussi, il est absolument essentiel de l'avoir quand on fait une prise en charge pour l'addiction. La France connaît un boom dans l'addiction de drogues illicites, puisque les drogues licites sont le tabac, les vapoteuses et l'alcool. Donc sur les drogues illicites, c'est de plus en plus présent, avec tous les dégâts que ça peut comporter. Et le sport a un intérêt dans la prise en charge médicale, parce qu'en fait, quand vous faites du sport, vous créez une substance qui va aller saturer les récepteurs qui prennent la drogue. Donc en fait, on arrête la drogue et on met un traitement particulier, et le sport va faire qu'on va saturer ces récepteurs. On a aussi, l'INSERM a découvert qu'il y avait également des problèmes génétiques, c'est-à-dire que malheureusement, vous avez des gens qui génétiquement, un peu comme pour le tabac, vont être plus sensibles aux drogues que d'autres. Donc on a besoin du sport comme traitement pour aller saturer ces récepteurs et quelque part faire partir cette addiction au toxique. Bon, ça vous le savez tous, le sport pour le dos. Le problème de dos, c'est 60% des douleurs et qui entraînent des arrêts de travail. Et très souvent, c'est positionnel, puisqu'on est trop assis en voiture, au bureau, devant la télé, devant les écrans. Et la ceinture abdominale, tout comme le gainage des muscles du dos, vous permettent d'avoir moins mal. Donc c'est aussi pour ça que c'est très très intéressant de le pratiquer tous les jours. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que les personnes âgées qui pratiquent le sport et le gainage au niveau de toute la ceinture abdominale et lombaire, vous avez un petit centre nerveux à ce niveau-là, c'est tout un petit centre nerveux de l'équilibre. Et en fait, avec l'âge, comme tous les nerfs de votre organisme, ils s'abîment. Et les gens qui pratiquent cette musculation du dos et de la ceinture abdominale, ça fait comme une petite carapace. Il y a un lien entre le muscle et ce centre nerveux, et donc ils vont avoir plus d'équilibre. Parce qu'à l'Académie nationale de médecine, on a eu tout un colloque sur le vieillissement et le fait que finalement, tout le monde a envie de rester chez soi, indépendant, et que quand on tombe, c'est ce qu'on appelle, nous, le syndrome de glissement, après la fracture du membre inférieur, très souvent c'est la fracture du col, ça se passe très très mal après, et sans vouloir plomber l'ambiance, quand c'est vraiment à partir d'un certain âge, malheureusement ça se finit vraiment très très mal. Et donc l'équilibre physique est une base essentielle pour garder son indépendance le plus longtemps possible, pour éviter la chute. Et encore une fois, on ne parle pas que de médecine quand on est à l'Académie nationale de médecine, puisque ce bon vieux conseil de retirer les tapis, on en a encore parlé en 2024. Voilà. Mais c'est vraiment essentiel de comprendre que c'est très concret, cette base nerveuse dans vos lombaires. Sur la santé psychologique, donc tout à l'heure j'étais un petit peu dans l'extrême pour vous parler des gens qui utilisaient des drogues illicites, alors illicites dans notre pays puisqu'elles sont parfois licites dans d'autres pays d'Europe. Eh bien le sport va augmenter les récepteurs des substances naturellement produites dans le cerveau qui sont antidouleurs. C'est-à-dire que plus vous faites du sport, plus vous allez avoir de la substance antidouleur naturelle, c'est toute une famille de morphine, et plus vous allez aussi avoir des récepteurs de cette morphine naturelle. Donc vous voyez bien que quelqu'un qui fait du sport, et d'ailleurs quand vous discutez avec des sportifs, sont des gens qui ont très peu mal. Voilà, vous avez plein de récepteurs, ça ressemble à ça, vous avez plein de substances antidouleurs, la famille des morphines, et donc, ça se fixe
comme ça, toute la journée, même la nuit. Et donc, vous avez des gens qui, véritablement, peuvent avoir d'autres problèmes, hein, mais n'ont jamais de douleur. Et le sport a cette capacité, donc, antidouleur et anti-inflammatoire. C'est aussi un très bon antidépresseur. Ça, on connaissait depuis l'époque l'époque des joggers, en fait, où on voyait que voilà, les gens qui faisaient beaucoup de jogging devenaient presque accros à leur jogging. Mais bon, c'est bien d'être accro au sport, c'est une bonne drogue quand même. Donc voilà, ça, on savait que ça provoquait des endomorphines, des endorphines et encore d'autres substances avec des noms qu'on ne précisera pas parce que trop détaillés. Voilà, donc c'est un vrai antidépresseur. Et c'est vrai que maintenant, les psychiatres, par exemple, avec qui je travaille, et les bons psychologues également, disent à tous leurs patients, ils peuvent être sous antidépresseurs, ils peuvent ne pas être sous antidépresseurs, il y a la thérapie comportementaliste, mais il y a le sport. Et pareil, les études médicales ont démontré qu'entre deux groupes homogènes et comparables, ceux qui faisaient du sport eh bien, avaient un traitement plus court, un traitement médicamenteux plus court, et puis une guérison plus rapide et qui allait perdurer dans le temps. Puisque généralement aussi, quand on commence à faire du sport intelligemment, c'est-à-dire faire le sport qui vous plaît, le faire régulièrement, peu mais régulièrement, sans que ça soit une contrainte, eh bien, c'est un petit peu comme qui dirait, voilà, c'est comme si vous disiez, voilà, je continuerai, comme m'ont appris mes parents, à me brosser les dents. C'est-à-dire que ça fait partie de votre vie et vous ne pouvez plus vous passer de faire du sport. J'avais donné une conférence dans une maison de retraite et j'étais vraiment très impressionnée par quelques personnes qui avaient assisté à la conférence et qui faisaient encore du sport à 80-85 ans. C'est sûr que c'est pas la même personne âgée que celle qui fait pas du sport. Et c'est pas pour ça qu'elle avait pas de problème de santé, mais elle était mieux et elle avait moins de douleur, comme je viens de vous le dire. Alors c'est anti-insomnie parce que quand vous faites du sport, les récepteurs antidouleurs dont je vous parlais, ils ont un double intérêt. Ce sont des récepteurs aussi qui sont décontractants musculaires et déstressant. Donc ça veut dire que vous avez eu votre journée. Votre journée, elle peut être plus ou moins stressante, elle peut être plus ou moins réussie. Mais si vous avez cette régularité dans la pratique du sport, ces récepteurs dont je vous parle, eh bien, ils vont faire leur job. C'est-à-dire, même si vous avez eu une semaine qui va pas être géniale au niveau tout, hein, ça peut être aussi l'ambiance dans la vie privée, il n'y a pas que le boulot, eh bien, vous allez être plus résilient, ce mot dont on vous parle de temps en temps, qui va au-delà de tout ce qu'on peut entendre sur la sophro, la méditation, etc. C'est-à-dire que la résilience, elle est également organique, elle est également chimique. Hein, on a découvert qu'il y avait aussi des gènes qui vous donnaient cette possibilité d'avoir ces récepteurs de la résilience. Donc c'est toujours la dualité entre l'inné, vous êtes né comme ça, donc tant mieux, ou l'acquis, donc ça c'est super parce que c'est ce que je dis à mes patients, il n'est jamais trop tard et il y a de l'espoir puisqu'il y a l'acquis. Donc en fait, plus vous faites de sport, plus ces récepteurs de la résilience, ils vont se fabriquer. Hein, puisque désormais, on sait que les cellules du cerveau, eh bien, elles se renouvellent. Hein. Les gens qui ont eu, par exemple, un AVC, avant d'être étudiants, donc avant on disait, bah voilà, c'est mort, il y a eu une ischémie cérébrale, donc ça peut plus repousser. Eh bien, on a découvert que c'était pas vrai, que les connexions entre vos cellules pouvaient repousser, ça s'appelle la plasticité cérébrale. Et ça, c'est quand même un merveilleux espoir qui est étudié à l'INSERM, puisque avec toutes les maladies neurodégénératives, où vous avez donc tous ces nerfs qui sont détruits, eh bien, on sait qu'un jour, on aura des médicaments qui les feront repousser. En attendant, vous avez des techniques pour les faire repousser, comme les sports de focus, les fléchettes, ça c'est pratique parce que c'est tout petit. Vous avez évidemment le golf.
Vous avez les sports de focus de raquettes, mais qui ne sont pas donnés à tout le monde quand on a des problèmes de gonarthrose, d'arthrose dans le genou. Donc tous les sports de focus vont permettre au cerveau d'avoir plus de connexions, plus de synapses. Et si vous avez plus de synapses, vous avez plus de mémoire, plus de concentration, et vous avez aussi une meilleure immunité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des combinaisons sportives, c'est-à-dire le côté marche pour l'endurance, pour la respiration, pour la détoxification, mais le sport, alors le sport de musculation pour le gainage dont je vous ai parlé, mais voilà, le sport de focus est très très intéressant. On a découvert par exemple aussi que même si c'est pas un sport qui vous fait bouger, les sports comme les jeux d'échecs et les cartes à jouer, les dames, tous ces jeux de société créent des nouveaux petits cerveaux dans notre cerveau. C'est-à-dire que les grands joueurs d'échecs, joueuses d'échecs, eh bien, à l'IRM cérébral de recherche, pas celle qu'on fait pour aller vérifier que ça se passe bien dans votre service de radiologie, eh bien, on a vu qu'ils avaient un nouveau petit cerveau. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, les cellules nerveuses, eh bien, elles se renouvellent et on a tout intérêt, tous, à continuer de faire du sport un peu tous les jours, chacun à notre niveau, le sport qui nous plaît, et de faire rentrer dans nos vies les sports de focus pour avoir ces petites cellules nerveuses qui sont aussi des cellules qui vont nous aider à mieux vieillir de façon psychologique et aussi pour le raisonnement, puisque l'indépendance, elle est physique, mais elle est évidemment cérébrale. C'est-à-dire que c'est quoi les maladies neurodégénératives? C'est que vous perdez la coordination, donc le temps, l'espace, donc vous ne pouvez plus vivre seul. Et ça, c'est absolument indispensable de rester indépendant via nos cellules nerveuses. Il y a des choses qui sont intéressantes et que vous pouvez faire en dehors de la médecine qui vont avoir un impact sur la santé physique. Vous avez le sauna. Ça, c'est mes copains néphrologues et cardiologues qui m'ont dit, voilà, vous faites 3 fois 15 minutes de sauna par semaine, ça vaut pour une dialyse. Dire que vous avez fait un renouvellement, voilà, dans votre corps, parce qu'évidemment, il faut boire énormément d'eau, mais ça, par exemple, c'est quelque chose qui est possible. Le hammam, un peu moins, mais c'est quelque chose aussi qui va améliorer. C'est la détoxification via l'organe peau, via la sueur. Vous connaissez bien, je pense, avec les naturopathes, tout ce qui est détoxification intestinale, avec toutes ces plantes que les naturopathes connaissent bien mieux que nous, parfois. Voilà, évidemment, il y a l'artichaut, il y a le chardon-marie, etc. Donc ça, c'est la détoxification intestinale, c'est-à-dire vous mangez, votre intestin, il est soigné, il est stimulé avec des bonnes plantes, et donc il y a une détoxification qui se fait par les sels, par les matières. Les diurétiques, par les plantes, c'est une détoxification qui se fait par les reins, par la vessie, par les urines. Donc n'oublions pas la détoxification par les poumons, donc l'oxygénation, et la détoxification par la peau. Donc c'est aussi intéressant, parfois, vous avez des esthéticiennes qui vous parlent du gand, du louffa, qui est une plante qui est utilisée dans plein de pays d'Amérique du Sud, dans les pays russes, les pays africains, les pays arabes, les pays asiatiques, parce qu'en fait, ça va détoxifier la peau en retirant les cellules de la couche superficielle de l'épiderme, et donc ça va stimuler la peau. Et encore une fois, la peau est une barrière avec le monde extérieur. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Le Moi Peau, mais c'est intéressant, parce que tout à l'heure, je vous disais, voilà, les patients, ce qu'ils vous demandent au cabinet, c'est aussi une belle peau. Et la peau, c'est important parce que c'est ce que vous affichez à l'autre. Et une peau malade, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Le psoriasis, par exemple, qui est assez connu, ou l'eczéma, c'est quand même... Alors, on vous dit c'est psychologique. Non, c'est pas psychologique. C'est auto-immun. Simplement, s'il y a un facteur extérieur stressant, ça peut déclencher du stress, puisque dans la peau, vous avez des petites cellules de stress qui réagissent aux hormones de stress. Mais attention, on fait du mal aux gens en leur disant « c'est le stress ». Non, c'est pas le stress, c'est auto-immun, mais le facteur déclencheur extérieur, l'environnement extérieur,
peut faire déclencher une poussée. Donc le fait de soigner aussi sa peau, c'est intéressant, encore une fois, pour cette détoxification, ce barrière peau. Bon, vous en entendez parfois parler, hein, bien sûr, tous les gens qui font du sport ont une espérance de vie, de façon globale, qui va être augmentée. Il faut dire aussi que les gens qui sont sportifs vont également être vraiment malades, s'ils devaient avoir une pathologie, 10 ans plus tard que s'ils n'avaient pas fait du sport. Parce que n'oublions pas, encore une fois, qu'il y a la génétique, mais c'est quand même pas la même chose d'avoir, alors je ne veux choquer personne, mais en Occident on meurt quand même ou d'un problème cardiovasculaire ou de cancer, donc c'est pas la même chose d'avoir un cancer à 75-80 ans que de l'avoir à 50 ans. C'est ce qui se passe quand vous faites pas de sport. Quand vous faites pas de sport, vous réduisez de 7 à 10 ans le fait d'avoir cette pathologie. Donc c'est quand même intéressant de se dire, voilà, je fais du sport pour retarder l'échéance. Parce que ça fait partie de la vie, il ne faut pas être utopique, voilà. C'est aussi intéressant de se dire qu'en termes de cancer, tout cancer confondu, ça vous diminue, ça vous donne cette chance de ne pas l'avoir. C'est pas négligeable. Après, ça peut être aussi intéressant de comprendre pourquoi on vous dit qu'il faut faire différents types de sports quand il y a une prise en charge globale du surpoids ou de l'obésité ou quand vous voulez garder un poids stable. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, le sport ne suffit pas. Donc je pars du principe que, voilà, en l'occurrence, on a fait le diagnostic, on a le nom de la maladie qui vous a fait grossir, c'est souvent hormonal, il y a quelques cas génétiques, mais ça ne changera pas notre traitement. On met le traitement s'il y a trop de masse grasse. Et à côté de ça, on fait les recommandations, le régime sans sucre ajouté, avec pas du tout de grignotage, on limite l'alcool et puis le soda. Bon, toute cette partie-là, elle est actée. Voilà, j'y reviens. Pourquoi plusieurs types de sports ? Parce que vous avez schématiquement 2 types de fibres. La fibre de type 1, la fibre de type 2. Pour vous donner un exemple, la fibre de type 1, c'est le marathonien, très sec, très fin, ou la marathonienne, très sèche, très fine. Et puis, vous avez le boxeur, la boxeuse. Voilà. Donc ça, c'est la fibre de type 2. C'est la force, c'est le muscle qui a un impact rapide. Et vous avez des sportifs comme les surfeuses, les surfeurs, vous voyez, c'est plus harmonieux. Et parce qu'en fait, là, vous avez tout. Vous avez l'endurance, vous avez le côté marathon, et puis vous avez les à-coups qu'ils peuvent faire, si vous imaginez un surfeur ou une surfeuse sur une vague. Et donc, ces 2 types de fibres, eh bien, elles ont des impacts différents dans l'organisme. Elles vont avoir un impact différent sur le sucre, sur le gras, mais aussi sur les hormones qui font mincir et aussi sur les hormones qui font mieux vieillir. Le type 2, ça vous donne des hormones qui vont être plus de la famille de la testostérone, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc c'est l'hormone du pragmatisme, de la haute vigilance, de l'antifatigabilité. Et on sait que les personnes âgées, les personnes seniors qui ont plus de ce groupe d'hormones de testostérone sont des gens qui vont être plus pragmatiques et qui vont mieux vieillir que les autres. Donc c'est pour ça que la marche, c'est bien, c'est déjà ça, mais il faut aussi avoir un petit peu de gainage et de force. Donc je considère que dans mon travail, je me suis entourée de coachs sportifs ou de kinés qui font travailler la force, parce que finalement l'endurance, je crois que voilà, en fonction de ses moyens, bien entendu, on a tous la rue pour marcher, on a tous des escaliers dans la ville pour faire un petit peu, on descend, on remonte, etc. Mais la force, elle se travaille différemment parce qu'il ne faut jamais, vous savez, de faux mouvements pour éviter un problème d'entorse ou même d'élongation, voire de claquage. Donc, j'aime bien dire à mes patients, apprenez certains mouvements avec un professionnel du sport pour vous muscler. Et l'explication, elle est là. Elle est que les fibres de type 2 donnent ces hormones
qui font partie de la famille de la testostérone. Tout à l'heure, je vous disais que ce qui était bien dans le sport, c'est quand on fait du sport, alors on peut s'y mettre là comme ça demain, voilà, mais à un moment donné, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou qui commence à être un petit peu malade dans votre organisme, eh ben voilà. Moi, par exemple, je suis myope. Si je vois pas bien la balle qui arrive avec la balle de tennis qui arrive, je me dis bah tiens, je vais aller recontrôler ma vue. C'est un petit exemple, mais c'est pareil pour Louis, quelqu'un qui n'entend pas bien son collègue qui lui dit bah voilà, je te tends je sais pas, la perche, voilà, bah, il se dit tiens, je vais aller voir l'ORL. Quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure aussi, qui a mal quelque part, bah, il va consulter. Normalement, dans plusieurs pays au monde, on va d'abord consulter et après on fait le sport. Mais en France, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je vous dis encore une fois, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Hein. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau ont tous leur médecin, parce qu'il y a des contrôles évidemment à faire. Chez votre médecin de famille, ce qui peut être intéressant, parce que maintenant vous avez des bilans anti-aging, mais qui valent 7 000 € non remboursés par la sécurité sociale. Moi, j'ai fait médecine pour traiter tout le monde. Donc, j'ai essayé de voir avec certains de mes collègues ce qui pouvait être remboursé par la sécurité sociale, ce qui parfois est remboursé par vos mutuelles, pour nous donner des indications. Par exemple, la B9 et la B12 sont 2 vitamines qui sont remboursées. Quand elles sont basses, ça peut vouloir... Alors déjà, ce n'est pas une bonne chose, parce que la B12, elle est à la base du métabolisme neurologique, donc c'est indispensable. Mais quand elles sont basses, ça peut être une indication d'une ulcération dans l'estomac, parce qu'elles sont essentiellement absorbées dans l'estomac. Donc vous voyez, ça peut vous amener à aller voir le gastro-entérologue pour faire une fibroscopie, par exemple. Et ça fatigue énormément. Donc ce sont 2 vitamines qui sont bonnes à demander. Voilà, je dirais qu'il faut que ce soit toujours, parce que les patients, ils arrivent « Ah non, mais tout est normal ». Voilà. Donc vous avez des seuils hein, quand vous avez le résultat du laboratoire. Ben, en fait, dans les vitamines, c'est simple, il faut viser le plus haut. Si c'est proche du seuil bas, ben, c'est que ça ne va pas. Voilà. Et pour les végétaliens, la B12, on la rajoute. Parce qu'il n'y a pas de B12 enfin, il y a très peu de B12 dans le monde végétal. La D, c'est pareil. La D, nous, on ne la considère pas comme une vitamine. La D, pour nous, la vitamine D, c'est une hormone. Donc, la bonne moyenne, c'est 60-70 nanogrammes. Si c'est en dessous, vous n'êtes pas bon. Alors, la D, c'est pas que le soleil, c'est aussi le poisson. Donc, attention, on a des viandards. Alors, on essaye de leur faire comprendre qu'il faut faire 1 jour sur 2 pour limiter la casse, mais on n'est pas là pour donner des leçons de morale. On est là pour dire aux gens, voilà, vous mangez trop de viande, il faut un petit peu moins en manger. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, ces gens-là, parfois, ne mangent pas du tout de poisson. Et parfois, c'est aussi une question que vous avez des gens qui n'aiment pas du tout les produits de la mer. Donc, la B12, elle est intéressante, encore une fois, de la doser chez ces gens-là. La vitamine D, pardon. Le zinc et le fer, pareil, ils se dosent. Alors, le fer, c'est la ferritine qu'on dose. La ferritine, elle est super intéressante. Alors, d'abord, elle est remboursée dans votre bilan. Mais pourquoi elle est intéressante? Parce que vous avez différents raisonnements. Chez un homme qui n'a évidemment pas de règles, si le fer est bas, ça nous donne des indications. C'est comme un indice pour nous dire « Ah, attention, il y a peut-être des polypes qui saignent ». Donc, pareil, fibroscopie, coloscopie. Pour rappel, le cancer du côlon, il est 10 ans en avance par rapport à il y a 20 ans. Et donc, c'est en train de monter en flèche autant que le cancer du sein pour nous, mesdames, et autant que le cancer de la prostate pour vous, messieurs. Donc, c'est pas juste le test, et si la sécurité sociale m'écoute, eh bien, très bien. Ce n'est pas le test hémoculte qu'on vous fait faire. Il y a 27% de faux négatifs. Donc, ça veut dire que si vous le faites et que c'est négatif, ça peut être positif, puisqu'il n'y a que 27% des cas où ça vous donne un bon chiffre. Il faut faire la calprotectine. La calprotectine, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais c'est significatif et sensible. C'est-à-dire que vous avez un seuil dans la calprotectine, et si elle est élevée, vous réfléchissez pas. Gastro-entérologue, fibroscopie, coloscopie. C'est celle qu'on fait aussi aux enfants. Je suis issue de Necker, donc c'est un biomarqueur absolument extraordinaire qui coûte entre 20 et 40 €. Mais voilà, vous le faites une fois et vous savez où vous en êtes au niveau de l'inflammation de votre tube digestif.
Donc le fer qui est bas chez l'homme, puisqu'il n'a pas de règles, il faut absolument s'inquiéter pour le digestif. Et puis les hommes qui sont cœliaques ou Crohn, ça c'est un petit peu plus, enfin c'est 3%, c'est pas rare, mais voilà, c'est l'autre indication. Chez une femme, ça peut être digestif, ça peut être ses règles, et puis une fois que la femme est ménopausée, qu'elle n'a plus de règles, bah, ça peut être digestif, encore une fois, mais ça peut être encore gynéco, c'est-à-dire par exemple un fibrome qui saigne. Donc c'est aussi important. Moi je fais partie de la génération où mes confrères et consoeurs gynéco font l'écho endovaginal, donc ils peuvent voir, mais attention, il y a beaucoup d'anciens gynécos qui font juste un examen, mais sans échographie, et là on ne peut pas savoir ce qui saigne. Donc la ferritine est intéressante. L'iode est évidemment intéressant, ça vous le savez, c'est pour la thyroïde, mais l'iode elle est intéressante pour plein de métabolismes dans l'organisme, ça vaut le coup aussi de le doser, parce que c'est un petit peu la même chose que pour le fer quand il n'y en a pas. Et le sélénium, attention, il y a de plus en plus de gens qui se complémentent en sélénium, et il devient comme la vitamine C, le fer, le cuivre, le zinc, pro-oxydant, si vous en avez trop. Donc ça se dose, donc je vous recommande de le doser, parce que si c'est en surdosage, ça vaut le coup de faire plutôt des cures de compléments alimentaires, plutôt que de le prendre en continu. Le cardiovasculaire, hein, tout à l'heure je vous disais, en Occident, on meurt ou d'un problème cardiovasculaire ou de cancer essentiellement. Vous avez désormais un biomarqueur qui s'appelle la lipo-A, la lipoprotéine A. C'est très intéressant parce que si elle est élevée, vous êtes plus à risque. Et donc, ça peut vous amener à faire un vrai check-up cardiovasculaire. C'est pas juste l'électrocardiogramme. Ça va être l'échographie du cœur, ça va être l'échographie Doppler de vos artères. Et ça détecte beaucoup de choses avant qu'il y ait un problème. Donc, ça fait partie du monde de la prévention primaire, c'est-à-dire avant que le problème n'arrive. Après, c'est du contrôle. Une fois que le problème est arrivé, c'est différent. L'indice de HOMA, il est fabuleux parce que s'il est supérieur à 2, ça veut dire que vous êtes déjà en insulinorésistance. Ça veut dire que l'insuline, qui est l'hormone qui gère le sucre gras et qui vous empêche de devenir diabétique, bah, si le HOMA il est supérieur à 2, ça veut dire que votre insuline elle commence à être très très fatiguée. Et là, tout à chacun, mais ça doit être le déclic pour vraiment revoir votre mode de vie. Vous avez d'autres biomarqueurs qui sont intéressants, et je vais passer pour essayer de vous donner un maximum de choses. Je dirais que on se met beaucoup la pression sur l'alimentation. Je vous ai dit tout à l'heure, je venais du Havre, donc de Normandie, donc il y a du beurre, il y a plein de bons fromages, il y a des crèmes, etc. Et il se trouve que feu maman cuisinait très bien et papa que j'ai toujours cuisine très très bien. Et voilà, je suis anti-régime, ça n'a pas de sens, mais il y a quelques règles dans une assiette santé qui sont, voilà, c'est comme 2 plus 2, ça fait 4, bah, il y a quelques règles. Il ne faut pas grignoter. On vous parle souvent du jeûne intermittent, mais avant le jeûne intermittent, vous avez le jeûne interprandial. C'est-à-dire que 2017, il y a le prix Nobel de médecine, c'est la clock protein, c'est la découverte d'une protéine qui donne l'heure dans toutes les cellules de votre corps. Et on est donc programmé pour avoir un rythme circadien, pas complètement de 24 heures, ils ont découvert que c'était presque 25 heures. Hein, toutes ces études sur les gens qui ont été faites sur les grottes, qui reprennent un rythme alors qu'il n'y a pas de soleil, hein, c'est parce qu'en fait, c'est une horloge génétique. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprogrammer son corps. C'est-à-dire que vous l'avez tous plus ou moins vécu avec un jet lag. Voilà, vous avez pris l'avion, vous êtes parti à l'autre bout de la planète, et puis quand vous revenez, bah, vous vous êtes recalé pour le boulot, pour vos repas, etc. Bah, parce que ça se recale. Et dans ce jeûne interprandial, voilà, dans cette horloge biologique, on est à peu près programmé pour avoir faim toutes les 5 heures, ce qui correspondrait à peu près à 3-4 repas. Hein. Et entre, eh bien, il ne faut pas manger. Et finalement, les gens qui ont un bon coup de fourchette,
ils sont plus minces que les gens qui grignotent. Hein, je ne parle pas des exceptions, bien entendu, c'est toujours au cas par cas la médecine, mais en tous les cas, voilà, il faut respecter ce jeûne interprandial. Et là, la dernière découverte, c'est cette année, sur 500 000 personnes étudiées entre l'INSERM de l'Espagne et de la France, qui a démontré que quand vous dînez tôt et que vous finissez votre repas, alors c'est vraiment là pour le coup une contrainte pour beaucoup de gens, mais quand vous finissez votre repas avant 20h30, vous garantissez une protection cardiovasculaire essentielle à votre organisme. Donc c'est vrai que dans certains pays, comme en Allemagne, en Angleterre, où le dîner finalement est à 18h30, 19h, c'est possible. Chez nous, on n'est pas comme en Espagne, mais où on dîne vraiment très tard, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette étude, mais elle est quand même très intéressante et à prendre en considération. Donc ce que j'ai dit à mes patients, c'est on ne peut pas le faire tous les jours, mais peut-être le faire de temps en temps dans la semaine. Voilà, quand c'est possible. Et c'est pareil pour l'alimentation. On a tous nos contraintes, nos difficultés. Je pense que, mis à part les orthorexiques qui ne pensent qu'à bien manger dans la journée, faudrait se donner plutôt une envergure hebdomadaire. C'est-à-dire que si dans la semaine, vous avez fait un peu de sport, si dans la semaine, vous avez eu quelques produits frais, si tous les jours, vous avez eu 1 ou 2 produits frais, c'est pas grave si de temps en temps, il y a des conserves, il y a des surgelés, il y a des plats industriels, il y a eu un sandwich, il y a eu un gâteau. Voilà, je pense aussi qu'il faut mettre la pression un peu ailleurs que sur la nourriture, surtout si vous vous trouvez en bonne santé, si vous vous sentez en forme. On m'a demandé dernièrement, c'est quoi un bon sommeil ? Un bon sommeil, en fait, c'est simple. Un bon sommeil, c'est quand le réveil sonne, ou mieux, vous vous réveillez sans réveil, vous êtes en forme, vous n'êtes pas fatigué. Et si ce n'est pas le cas, il faut faire le point. Alors, je parle en chronique, c'est pas, il y a des semaines, on va être plus fatigué que d'autres. Mais si au bout de 2-3 mois, tous les matins, quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué, il y a quelque chose de sous-jacent qui est en train de se préparer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut écouter son corps. Et si votre corps vous dit vous êtes fatigué et qu'il n'y a pas vraiment de raison, allez au moins voir un médecin du sommeil, puisque je vous dis, il y a de plus en plus de choses qui se font à ce niveau-là. Les recommandations sur l'assiette santé en général, peut-être que vous êtes au courant que c'est plus 50 grammes de sucre ajouté dans la journée par jour, mais 25 grammes. Alors attention, le chiffre de 150 grammes, c'est ce que font les Français. Donc on est quand même loin du compte. C'est 25 grammes de sucre ajouté et en France on est à 150. Le sel c'est 5 grammes par jour. En France on est à 17 grammes par jour. Donc il y a quand même des choses à faire avant de faire d'autres choses qui sont ces bases-là. L'huile de palme, c'est un problème écologique et c'est très bien l'écologie. Je pense qu'une planète qui va bien, c'est un être humain, c'est un animal qui va bien, etc., etc. Mais l'huile de palme n'était pas un problème nutritionnel, puisque l'huile de palme, elle est utilisée par exemple en Afrique, et c'est la seule huile qui, aux cuissons industrielles, ne donne pas de produits cancérigènes. Donc c'était quand même assez révolutionnaire quand elle a commencé à être utilisée pour le domaine de la biscuiterie, de la viennoiserie, de tout ce qu'on peut avoir au niveau industriel, parce que justement c'était une huile qui protégeait du fait de ne pas avoir ces produits cancérigènes qu'on a quand on cuit quelque chose. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas, pas nous, mais que les industriels qui s'occupaient de l'huile de palme n'aient pas pensé à les replanter, parce que c'était une huile très bien, et que maintenant, au niveau marketing, vous avez énormément de choses qui sont avec des huiles de coton, des huiles de tournesol, et c'est pas du tout la même chose. Donc attention quand même, quand je vous disais on vise hebdomadaire, voilà, si tous les jours vous avez un produit industriel, vous avez tous les jours
Bien sûr, les nanoparticules de plastique, mais ça, on ne pourra pas y réchapper, même si on mange bio, même si on fait du sport, etc. etc. Mais ces produits-là, si, on peut les éviter en évitant d'en avoir quand même tous les jours dans la semaine. Alors, l'alcool est un problème. L'alcool est un problème parce qu'il va détruire les hormones dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'alcool va détruire et abîmer l'hormone du sommeil. Donc oui, ça peut vous détendre, cette sensation de détente quand vous avez ritualisé l'apéro. Mais au long cours, sur des années, en fonction de votre génétique, en fonction aussi de votre mode de vie, c'est en train de la détruire. Donc à un moment donné, votre sommeil ne va plus du tout être récupérateur. Et ça va aussi détruire toute la famille de la testostérone, la fameuse aussi hormone de la jeunesse, la DHEA, mais il y en a plein d'autres. Donc on comprend que c'est un petit peu antinomique finalement avec la bonne santé. Au Canada, on est sur une recommandation santé médicale à moins de 2 verres par semaine, si ça vous parle. Bon. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne l'information. Dans le sport, bien sûr, ça se prépare médicalement, mais ça se prépare aussi avec des compléments alimentaires. J'ai vu dernièrement des sportifs français de très haut niveau dire ce qu'ils prenaient dans une interview assez sympa au vu des Jeux Olympiques. Ils prennent tous du magnésium. Ça, c'est absolument indispensable dès que vous faites du sport pour l'influx nerveux entre les cellules et parce que aussi le stress du sport vous fait uriner votre magnésium. Voilà. Et puis pour les gens qui sont stressés, eh bien ça fait monter le cortisol et le magnésium est uriné. Donc que ce soit pour l'homme ou pour la femme, le magnésium c'est toujours un must, une bonne idée. Quand vous faites du sport, vous avez une destruction de votre protéine du muscle qui se fait, mais naturellement, c'est la protéolyse physiologique. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait 1 ou 2 journées dans la semaine sans sport, mais juste avec une petite marche active, pour laisser le temps aux protéines du muscle de récupérer, de se réparer. C'est pour ça que parfois j'ai des patients qui sont des sportifs de haut niveau et des patients qui font du sport à haut niveau, mais qui à un moment sont fatigués, n'arrivent plus à muscler, c'est parce qu'ils n'ont pas d'arrêt dans la semaine. L'idée aussi qu'il faudrait mettre plein de protéines, alors c'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée, mais la protéine, elle a besoin aussi de sucre et de fibres pour être fixée. Donc c'est pour ça aussi que l'assiette santé, c'est toujours une assiette globale, quoi. C'est votre poisson avec votre riz et avec vos aubergines. C'est pas juste le poisson, ou c'est pas juste l'aubergine, ou c'est pas juste le riz. C'est l'ensemble qui va consolider la masse musculaire. Et si vous êtes végétarien, ça va être les œufs ou le produit laitier à la place du poisson. Et puis si vous êtes végétalien, on va faire des suppléments. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même quelques supplémentations à faire, mais on va faire une supplémentation avec du riz, avec du quinoa, avec du pois chiche aussi, ça peut être très très bien. Vous avez certains sports, on les a vus, les marathoniens, ils boivent toujours un petit quelque chose. Là, on est sur des sports extrêmes qui fait qu'on a besoin d'apporter du gras, du glycérol liquide et du sucre avec des minéraux, parce que l'effort est tellement intense qu'il faut quand même apporter de la nourriture liquide. Et est-ce que vous savez pourquoi la nourriture doit être liquide pour les gens qui consomment pendant l'exercice? C'est parce qu'en fait, quand vous faites du sport, l'oxygène qui est apporté par le sang, eh bien, il va que dans les muscles, dans le cerveau et dans le cœur et les reins, mais il va plus dans l'intestin. C'est ce qu'on appelle l'ischémie mésentérique, c'est-à-dire il n'y a plus du tout de sang qui arrive dans l'intestin. Si jamais la personne qui fait du sport mange pendant sa séance de sport, elle va provoquer un choc au niveau de l'intestin. C'est pour ça que vous avez des gens qui peuvent cracher du sang s'ils ont mangé quelque chose qui n'est pas liquide pendant l'exercice physique. Il faut savoir aussi que si vous faites juste 1 heure de sport, on n'a pas besoin de manger pendant cette heure de sport. On a besoin d'apporter des aliments liquides au bout d'1 heure et demie de sport.
en général sur les calculs qui ont pu être faits. Donc c'est aussi intéressant de se dire il n'y a pas besoin de manger pendant l'exercice physique. Vous pouvez boire des petites gorgées, mais il n'y a pas besoin de manger. Dans les compléments alimentaires, je vous ai cité ceux qui fonctionnent très bien, ceux qui sont importants, ceux qui ont été étudiés, ceux qui ont aussi des allégations santé. Donc le magnésium, le fer, qui réduit aussi la fatigue, le zinc, la whey, alors au niveau goût, tout le monde ne l'aime pas, mais elle peut être intéressante parce que c'est une protéine de très très haute qualité, issue du déchet fermier, laitier. Il y a certains antioxydants, le Q10, le Q10, il est connu des cosmétologues parce que c'est un antioxydant absolument incroyable dans le monde de la ride, puisqu'il va lutter contre la substance qui provoque la ride dans la peau. Mais le Q10, il est essentiel pour le muscle. Donc c'est intéressant, c'est un antioxydant universel qui est très intéressant. Les bicarbonates et les citrates, ça peut être une bonne idée. Vous avez des eaux gazeuses qui sont très riches en bicarbonate et en citrate. Alors attention, l'eau gazeuse, à côté de ça, elle est aussi un petit peu plus acide et parfois elle est aussi un petit peu plus salée. C'est pour ça qu'il faut varier les eaux et que nous, on considère que l'eau est un ingrédient, un aliment. Et comme l'alimentation doit être équilibrée et variée, eh bien, c'est exactement la même chose pour l'eau. Les probiotiques et les prébiotiques, je crois que vous savez maintenant ce que c'est. Il se trouve que dans les produits laitiers avec les ferments lactiques, vous apportez donc des probiotiques. Et puis avec une simple banane, vous avez apporté le prébiotique. Voilà. Et vous en avez dans la chicorée. Le prébiotique, en fait, c'est de la fibre. C'est la nourriture du microbe probiotique qui nous protège. Ce qui peut être intéressant de temps en temps, surtout si vous consommez des toxiques. Alors, on ne peut pas savoir si vous consommez des toxiques illicites, mais si vous fumez, si vous buvez de l'alcool, si vous vapotez, pour rappel, c'est des benzoaromatiques, donc c'est comme si vous fumiez du solvant, du parfum, donc c'est toxique, c'est un autre genre de cancer. Eh bien, vous avez des chélateurs. Les chélateurs, c'est une substance, comme l'acide lipoïque, qui est un antioxydant très très puissant, ou la chlorelle, qui est un genre d'algue que vous connaissez peut-être. C'est intéressant de se faire des petites cures de temps en temps, parce que ça va, donc chélater, ça va entourer le toxique, un peu le détruire, le mettre suffisamment petit pour qu'il se retrouve dans les urines ou dans les selles. Et ça, c'est intéressant de se faire de temps en temps des cures de chélateurs. Surtout si vous êtes aussi en contact de produits chimiques comme les coiffeuses, comme les coiffeurs, comme les esthéticiens, les esthéticiennes, certains ingénieurs aussi qui travaillent avec des produits toxiques, ou alors si vous êtes dans des environnements où il y a des bougies, de l'encens, tous ces parfums en fait qui sont des toxiques, mais qui font aussi un petit peu partie de la vie parce que c'est sympathique, parce que ça sent bon, parce que ça peut être joli, de se faire de temps en temps des cures de chélateurs, c'est une bonne idée. Après, je vous ai mis toutes les plantes qui sont plutôt énergisantes, qui sont intéressantes, que vous pouvez trouver naturellement. On a fait un beau voyage au Pérou. J'avoue que ça a été fantastique, ce voyage, où tout le monde, le matin, boit du maca. Ah ouais, le vrai maca, là, c'est quelque chose. Hein. C'est donc le ginseng péruvien. C'est plus fort que la caféine. Et donc, c'est un psychostimulant. C'est pas un énervant comme les sodas. Hein, c'est un énergisant, un psychostimulant. Donc ça veut dire que ça va être anti-fatigue naturelle, ça va améliorer dans votre cerveau les influx nerveux, donc vous allez être plus vigilant. Donc c'est quand même très intéressant. Ça se vend maintenant dans des boutiques bio. Bon, vous avez d'autres plantes que je vous ai citées. J'ai acheté du miel tout à l'heure, il n'y avait pas de gelée royale, mais on sait que c'est aussi intéressant, la gelée royale. Le gingembre et le ginseng, c'est assez facile de s'en fournir. Donc, c'est des plantes comme ça qu'on peut avoir au quotidien dans des petites recettes toutes simples ou qu'on peut mettre dans un mixeur et mettre à infuser et faire des boissons, du thé ou même juste de l'eau chaude avec. Donc ça peut être intéressant, d'autant plus que
À chaque fois, ça stimule un petit peu l'intestin, donc ça lutte aussi contre les problèmes de transit. La technique mentale SOC, j'ai travaillé avec des militaires, et donc la technique mentale SOC, c'est une technique militaire, et tout ce qui s'applique aux militaires peut s'appliquer dans notre monde. C'est pour nous détendre, en fait, pour arrêter de nous mettre la pression. C'est un peu comme dans les magazines ludiques où on vous dit « bon, bah, faites des colonnes, qu'est-ce qu'il y a en priorité ?» C'est ça, SOC. C'est vous faire une sélection des choix des buts à atteindre. Choix des buts à atteindre dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans votre vie. L'optimisation, c'est les moyens efficaces qui vont être mis en œuvre pour les atteindre. Donc les moyens en fonction de ces moyens financiers, dans ces moyens de temps, dans ces moyens de vie privée, de vie pro. Et donc c'est que du concret à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant dans la santé, c'est la concrétisation de ce qui est possible de faire. Et le concept d'endurance, bah, c'est en fait l'engagement que vous allez pouvoir développer par rapport à ces moyens efficaces mis en œuvre pour obtenir les buts que vous êtes... voilà, on a tous différents buts. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet, comme pour les sportifs de haut niveau qui sont dans la conceptualisation du concours gagné, et parce qu'on les met dans un environnement où ils doivent conceptualiser qu'ils ont la coupe, qu'ils ont la médaille, etc. Vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, il y a des techniques de sophrologie qui vous aident à le faire. La méditation, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il y a l'hypnose et l'auto-hypnose. Et parfois, il y a des choses très, très simples. Hein. Vous écoutez les bruits de la mer et si vous commencez à respirer, à inhaler et exhaler sur le bruit des vagues, vous allez vous retrouver quand même en auto-hypnose et ça peut vous permettre de conceptualiser l'événement que vous voulez atteindre. Ça fonctionne très très bien et c'est rapidement efficace. Plus que la psychanalyse qui dure 10 ans. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire, mais je pense qu'un corps en bonne santé, c'est un corps qui n'a pas de douleur. On a quand même de plus en plus de centres antidouleurs dans différentes cliniques et hôpitaux de France pour dire comme la douleur a un impact sur la vie. J'ai encore eu la semaine dernière une patiente qui m'a, quand je lui dis mais est-ce que vous avez des douleurs quelque part durant la consulte, elle me dit oui, de toute façon j'ai mal tous les jours, mais je m'y suis faite. Je dis bah non en fait, parce qu'on a plein de techniques maintenant pour réduire en tout cas la douleur. Faut rester humble, on peut pas guérir tout le monde. Et puis parfois le but ultime, nous en médecine, c'est déjà d'amoindrir le mal. Et donc en fait il y a plein de choses pour la douleur. Ouais, tout à l'heure, je parlais de tout ce qu'on pouvait faire autour du sport, mais comme je ne sais pas revenir en arrière... Ah oui, si, ça doit être ça. Non. C'est ma dernière diapo. Ça, peut-être ? Ouais, préparation technique. Quand j'étais étudiante, bon, on était entre nous dans l'amphi, mais les profs, déjà, ils faisaient de la pub pour ASICS. Ils nous disaient que c'était les meilleurs ingénieurs... au niveau de l'anatomie du pied. Donc, la semelle orthopédique de votre chaussure de sport, c'est un must. Un must. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous dire « Oh, ça va à peu près. Genre, le modèle me plaît trop, je vais l'acheter, ça va à peu près dedans. » Non, votre chaussure de sport, elle doit être impeccable. Et après, le reste, le jogging, la couleur, etc. Non. Il y a un autre truc qui peut être intéressant, c'est faire votre sport avec des chaussettes de contention de classe 2. Ça améliore le retour veineux, ça peut améliorer votre performance. Vous êtes moins fatigué pendant votre séance de sport. Donc c'est des petites choses comme ça qui peuvent améliorer. Voilà, donc le sport, pour nous, même qui sommes dans ce que vous appelez la médecine traditionnelle, c'est un médicament à part entière, comme la nutrition, comme le sommeil. C'est indispensable. Ils sont en lien permanent. Donc, c'est vrai que dans des conférences comme celle-ci, voilà, je peux pas vous parler de tout, mais c'est en lien permanent. C'est-à-dire, si on n'a pas la nutrition
ça fonctionne pas, mais si on n'a pas le sport, ça fonctionne pas non plus, et si on n'a pas le sommeil, ça fonctionne pas non plus, et puis si on n'a pas le bon médicament pour évidemment la pathologie en cours, ça fonctionne pas non plus. Ce que je dis à mes patients aussi, pour ceux qui n'aiment pas le sport ou qui ne font pas de sport, c'est de se projeter sur des petites durées, un petit peu tous les jours, de faire éventuellement au saut du lit un petit réveil musculaire, et puis de marcher 3 fois 10 minutes dans la journée. Et puis d'augmenter, voilà, progressivement. Il y a quelque chose aussi qui peut être intéressant pour savoir comment vous performez de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le end point. Le end point, c'est vous faites votre sport et en même temps que vous faites votre sport, vous chantez par exemple, vous appelez votre meilleur ami, votre meilleure copine, et au moment où vous ne pouvez plus parler, c'est votre end point, c'est-à-dire que c'est le moment où vous ne pouvez plus faire de sport au niveau du cardiovasculaire. Donc, chez des gens, ça peut arriver vite, hein, ça peut arriver en 10 minutes, ça peut arriver en un quart d'heure, et puis chez des gens qui sont dans de très bonnes conditions, comme les chanteuses qui dansent et qui chantent, vous voyez que ça peut durer des heures. Hein. Donc, le endpoint, il peut être intéressant, hein, sans avoir un coach, voilà, de vous l'appliquer à vous-même pour savoir pendant combien de temps vous êtes capable, en courant ou en marchant vite, de chanter à haute voix ou de parler. Et quand j'ai des patients qui me disent voilà, je leur dis voilà, il y a ça dans la biologie, il y a ça, il y a le collègue cardio qui a dit ça, et mon cabinet est avenue Victor Hugo, et je leur dis ça tombe bien parce que quand on est au pied du mur, l'impossible devient possible, et c'est de Victor Hugo. Alors, vous posez plus de questions, faites du sport. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, le docteur Dalu, pour cette conférence de grande qualité et puis pour toutes ces informations très pratiques. Oui, on a été très informatique au départ. Merci de votre patience. Et puis, si vous avez des questions... Alors, on prend 10 minutes, effectivement, pour les questions. Et ensuite, on enchaînera la séance de dédicace à l'extérieur, au stand de librairie information. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame en rose. Bonjour, et puis merci pour cette conférence, c'était vraiment très intéressant. Merci. Je suis ravie de voir qu'il y a des médecins de médecine traditionnelle qui sont au top de ce qui se crée en termes d'innovation, en termes de recherche, pardon. Ça fait du bien. Moi, ma question... C'est la plupart de mes confrères et consorts. Dans la campagne, un peu moins. Mais effectivement, ça fait plaisir de voir que vous vous y intéressez et que vous puissiez le transmettre surtout publiquement. Ma première question, c'était savoir où vous pouvez retrouver les ressources, mais je vois votre livre. Et ma deuxième question, c'était un petit peu plus provocateur, c'était quand vous êtes à la télé, que vous entendez certains médecins qui parlent de tout, et qui sont très populaires, vous en pensez quoi de tout ça Alors moi aussi, je passe à la télé. Je pense que chacun dit ce qu'il veut et que il n'y a pas encore vraiment de loi qui vous interdit de dire n'importe quoi à la télé. Mais bon, si on avait fait médecine à la télé, ça se saurait. Donc j'en appelle au bon sens des gens, en fait. C'est pour ça aussi qu'on soit avec un goût ou qu'on soit avec... mais j'ai envie de dire, il y a des mauvais partout. Donc un mauvais médecin, un mauvais thérapeute, si ça ne fonctionne pas au bout de 2-3 mois, je pense qu'il faut changer de crèmerie, hein, comme dit l'expression. Donc voilà. Donc, et en plus, il y a quelque chose quand même que, justement, parce que mon premier livre est un best-seller, j'ai fait beaucoup de télévision. Mis à part l'émission que j'avais fait avec Olivier Lesbourges, donc E égale M6, un prime, où là vraiment, comme c'est un ancien ingénieur, on s'est entendu. Ils m'ont laissé parler des hormones, ils m'ont laissé parler de l'impact du sommeil, mais d'un point de vue médical. J'ai eu énormément de bons retours de la part des gens qui me disaient « Ah, enfin un médecin qui dit que c'est pas que la nourriture ou que c'est pas que le sport, hein, bien entendu. » On a cette possibilité parce que c'était un documentaire, finalement c'était 90 minutes. Il faut savoir que quand vous avez un médecin qui est interviewé, quand vous avez une petite chronique santé,
d'abord, derrière, on a tout un staff. C'est ce que j'ai découvert. Hein. Il y a énormément de travail et on doit passer une information qui n'est pas du zapping, hein, qui n'est pas forcément fausse, mais qui est tellement tronquée par rapport à quelque chose comme ça où je peux vous donner un peu plus de détails que ils essayent de vulgariser au maximum. Mais à un moment, quand on vulgarise trop, c'est pas que c'est plus vrai, c'est que c'est trop simple. Donc c'est déjà une première information. Je pense que c'est quand même sympa d'interviewer des médecins. Après, les médecins sont aussi n'ont pas toute la science infuse. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans un de mes ouvrages, j'ai voulu rendre hommage aux gens un peu plus de l'ombre, qui sont des grands chercheurs, des grands neuroscientifiques. Et il y a tout un paragraphe qui leur rend hommage parce que je les ai interviewés. Et j'ai à peine vulgarisé, j'ai retransmis ce qu'ils me disaient avec des mots simples pour qu'on puisse comprendre exactement ce qui se passe en science. Mais encore une fois, je les blâme pas. Et puis aussi, il y a des vieux de la vieille de la télé qui sont plus du tout médecins. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu rester aussi ou à l'hôpital ou en clinique ou au cabinet praticienne. Donc c'est vrai que parfois, quand vous n'êtes plus en pratique, bon, vous perdez un peu le fil. Hein. Il y a de la médecine continue. Hein. On est étudiant à vie. Hein. On est étudiant à vie. Une autre question ? Monsieur en jaune fluo, jaune vert. Ouais. Madame. Je sais, hein, je dois changer mes lentilles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je voulais savoir ce que vous pensiez du jeûne. Alors, je trouve que c'est une question qui est intéressante, le jeûne, parce que ça a pris tellement d'ampleur que là, il y a des études qui sortent. C'est-à-dire quelqu'un qui mange méditerranéen crétois tous les jours, raisonnablement, qui a un bon mode de vie, s'il a un problème de poids et qu'il se met en jeûne pour perdre du poids, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui vise du jeûne parce qu'il a envie d'être plus dans une optique de détoxification. Quelqu'un qui vise le jeûne parce qu'il y a, je suis très caricaturale, hein, mais des dîners d'affaires par exemple, et qui vise que voilà, s'il y a eu un gros dîner d'affaires qui s'est fini tard, il n'y a pas de petit-déj, il n'a pas beaucoup de mal à faire ce jeûne. Hein. C'est-à-dire qu'un corps qui fonctionne bien, vous avez un pondérostat nerveux, finalement un espèce de pondérostat, voilà, qui vous dit, voilà, si c'est trop, voilà, on a tous ressenti ça dans les périodes de fête où on a mangé, puis en fait, à un moment, on n'a plus du tout faim. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, le jeûne, je dis toujours, si ça vous réussit bien, bah, faites-le. Si vous ne voyez pas de changement, vous êtes toujours fatigué, vous avez toujours du surpoids ou de l'obésité, vous n'avez pas perdu vos 2-3 kilos, bah, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut faire autre chose. Ensuite, avant le jeûne intermittent, vous avez le jeûne dont je vous parlais interprandial et la nouvelle étude là, qui est sortie avec l'INSERM, c'est-à-dire de dîner tôt. Donc, on aurait plus tendance à arrêter de manger trop de viande, à limiter l'apport de grosses protéines le soir, c'est-à-dire même la viande et le poisson, le soir, c'est peut-être trop. Il faudrait être tous végétales le soir ou végétariens, œufs ou fromage, hormis certains sportifs de très haut niveau ou des gens qui vont travailler la nuit, donc du coup leur dîner, c'est leur déjeuner, etc. Mais déjà, de manger moins. Et après, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle la restriction calorique. La restriction calorique, ce n'est pas un jeûne, c'est ce que je vous disais, c'est en fait, on mange tous trop, et le fait de manger moins, ça réduit une chaîne métabolique qu'on a tous dans le corps, qui est une chaîne métabolique cancérigène, qui produit des substances qui donneront le cancer si elle est trop stimulée, si on doit faire très très simple. Donc c'est pour ça que la restriction calorique, elle est très intéressante pour une bonne longévité. Voilà. Plus que le jeûne. Et vous avez des gens qui adorent faire du jeûne parce qu'il y a de l'adrénaline, parce que... mais j'ai envie de dire aussi, quelqu'un qui mange beaucoup, qui mange trop, et qui se met en jeûne, il va se sentir mieux. Mais c'est pas un peu logique, ça ? Voilà. C'est comme la mode du gluten, c'est-à-dire vous avez 3% de gens qui ont un vrai problème avec le gluten, hein, c'est pas rare, hein, la maladie cœliaque, c'est pas rare.
Mais quelqu'un qui ne mangeait que des pâtes, et puis subitement, il arrête les pâtes et il mange du riz, il mange des lentilles, il mange plus de légumes, etc. Il se sent mieux. Bah oui, c'est sûr qu'il va se sentir mieux. Donc en fait, il ne faut pas non plus confondre la logique de se sentir mieux parce que vous avez un meilleur mode de vie et que vous mangez mieux et que vous mangez moins. Et puis, voilà, le faux côté conséquence, quoi. Voilà. Mais il y a des gens qui adorent et ils trouvent que ça leur fait du bien. Et je trouve que, voilà, j'ai des patients aussi qui pratiquent le jeûne. On contrôle si tout va bien au niveau cardiovasculaire, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème, mais pourquoi pas, hein. Voilà. Une autre question ? Madame ? Bonjour. Je pensais aux algues. Vous n'en avez pas vraiment parlé. J'ai parlé de la chlorelle. Ah oui, la chlorelle. J'ai parlé de la chlorelle, et c'est vrai que j'ai pas parlé de la spiruline, mais en botanique, la spiruline n'est pas une algue. Et la spiruline est très intéressante pour les gens qui sont végétaliens. Chez nous, il n'y a pas besoin, enfin voilà. Mais j'ai pas parlé des algues, parce que d'abord, je suis pas botaniste, et à part la chlorelle, qui est même étudiée pour la détoxification et la chélation, en fait, les algues, elles sont super intéressantes, comme tout ce qui est fermenté. Maintenant, la fermentation, c'est étudié, etc., comme le kombucha. Donc ça aurait été encore 1 heure de conférence sur tout ce que ça crée au niveau de l'intestin, un deuxième cerveau. Mais les algues sont très, très, très intéressantes. On commence à avoir des startups qui font de l'élevage d'algues en Provence et dans le sud de la France. Donc oui, c'est passionnant, l'algue, passionnant. Mais on a des algues en France, comment ça s'appelle là ? Tu sais, quand on était en baie de Somme, là, il y en a qui décorent un peu les plateaux d'huîtres avec, on en a en Bretagne aussi. Les laminaires. Hein ? Les laminaires. Ouais, non, c'est un autre nom encore. Les salicornes, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas une algue. Ah oui ? C'est une plante. Sachant qu'elle pousse dans la mer, mais c'est vraiment une plante, c'est comme une olive. Ça fait pas partie de la famille des algues ? Non. Okay. Et en effet, les algues, on pourrait en parler. Mais c'est pareil, si vous mangez trop d'algues, vous allez avoir trop d'iode. Et si vous avez trop d'iode, voilà. C'est quand même l'harmonie qui compte, hein. Voilà. Si vous voulez me retrouver auprès de la librairie, faut que je vous fasse une belle signature. Ça me fera plaisir. Merci.